Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur notre plateau. Notre invitée du jour est une femme qui fait parler le talent féminin à travers les mots, les idées et la caméra. Écrivaine inspirée, communicante reconnue et journaliste présentatrice, elle a su bâtir un parcours remarquable où la passion, la rigueur et l'engagement se rencontrent. Quels défis a-t-elle dû relever pour pouvoir s'imposer dans des univers aussi exigeants? Quels sont les projets qui continuent d'alimenter ses ambitions? Nous tenterons de répondre à ces questions dans cette émission. Prenez place, c'est parti pour Actuel avec Madame Natacha Paré, journaliste, écrivaine, présentatrice télé et auteure du livre Être femme avec le cerveau d'un homme. Bonjour Madame. Bonjour, ça va très bien, c'est un plaisir pour moi de me retrouver sur ce plateau-là. Et encore merci pour l'invitation. C'est nous qui sommes ravis de vous recevoir. D'accord. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé. Alors, vous êtes communicante, écrivaine, journaliste, présentatrice télé et auteur d'un livre que vous venez de publier qui s'appelle Être femme dans le cerveau d'un homme. Exact. Si on doit résumer tout ce parcours en quelques phrases, qu'est-ce que vous allez dire? Je dirais que je suis fière de ma petite personne, fière de ce parcours-là. Ça n'a pas été du tout facile. On vient de très loin, comme on l'a su bien dit, vous l'avez bien précisé, journaliste, communicante. Et maintenant, je marque ma plume à travers cette œuvre-là, Être une femme avec le cerveau d'un homme. Je dirais tout simplement, c'est un parcours parsemé d'embûches, mais quand même, on y est arrivé et on continue le chemin. Le tunnel n'est pas loin. Le tunnel n'est pas loin, mais on verra le bout. C'est ça, on verra forcément le bout. D'accord. Pourquoi avoir écrit ce genre de livre? Waouh, et la question. En fait, c'est la question qu'on me pose un peu partout. En fait, vous avez parfaitement raison. Surtout quand on dit être une femme avec le cerveau d'un homme, la plupart des hommes voient cela comme une provocation. Loin de là, je disais la fois passée à un ami, je vous invite à lire le livre, vous saurez qu'en fait c'est pour vous les hommes et non contre vous. Être une femme avec le cerveau d'un homme, c'est inviter la jeunesse, je dirais nos jeunes sœurs, je ne dirais pas seulement les jeunes, et même toutes les femmes, à se battre. C'est nous rappeler que nous sommes autant intelligentes. Nous avons un cerveau capable de réfléchir, capable de travailler, de réussir. Quand on parle de cerveau, on ne parle pas du cerveau en tant que physique, parce que physiquement, je ne sais pas à quoi ressemble le cerveau. On prend le titre, automatiquement, c'est déjà dans celui. C'est le cerveau que les gens voient la chose. Désolée, je suis journaliste. Je ne suis pas dans la médecine, donc je ne sais pas à quoi ressemble le cerveau humain, mais je parle de la capacité de réfléchir, la capacité de se battre, je parle de ce mindset-là, voilà, que la femme peut avoir exactement un peu comme l'homme. Voilà. Pour dire seulement la femme, ne nous contentons pas seulement d'être de jolies femmes, voilà, avec un beau visage, un joli corps, mais on peut être les deux, à la fois belle et intelligente, et c'est ça qui fait la femme complète pour moi. Votre livre fait appel au leadership féminin de façon générale. Exactement. Et comment on peut comprendre ça? Parce que c'est un terme assez technique pour beaucoup de gens. Si, exactement. C'est un terme assez technique, mais il faut toujours rappeler à la gente féminine qu'on peut se battre. Et vous verrez dans l'œuvre, lorsque vous allez lire, qu'on va à la source. La question qui se pose est pourquoi la plupart du temps les femmes se mettent à la retraite? Et il y a un monsieur qui disait la fois passée, bon, vous êtes en train de nous attaquer pour rien, mais c'est vous-même. Quand on arrive dans un événement, vous les femmes, vous vous mettez en arrière, vous nous laissez devant. À chaque fois qu'il y a un truc, nous-mêmes on se retire, on laisse les hommes devant. Et si vous remarquez, même lors des cérémonies en famille, les femmes vont se mettre en tas sur un côté ensemble et elles laissent les hommes de l'autre côté un peu devant. Pour dire que c'est nous-mêmes les femmes en fait la cause, la base, la source. D'abord, il y a un problème d'éducation. Et pourquoi j'indexe l'Afrique? Parce que c'est en Afrique qu'on le remarque. En Occident, il n'y a pas de ça. En Occident, il n'y a même pas de travail de femme, travail d'homme. Tout le monde fait la même chose et ça passe. Mais c'est ici qu'on voit une femme sur un chantier. Waouh, on est choqués. Une femme pilote, nous les journalistes, on court pour aller faire des reportages, des interviews. Ça ne devrait pas être cela. Moi, je me dis que ça aurait pu être la norme. En fait, si les femmes, on se battait autant que les hommes, on n'allait pas voir ça comme un scoop lorsqu'on voit une femme qui réussit, une femme qui atteint un certain niveau. Ça devait être normal autant que les hommes en fait. Donc c'est vraiment rappeler. Et comme je l'ai dit, je vais à la source pour d'abord interpeller notre base. La base c'est qui? C'est la femme, nos mamans qui nous éduquent en fait. De rappeler à la jeune fille qu'elle ne doit pas juste
jouer à la poupée étant petite, mais elle peut également rêver comme son petit frère ou son grand frère qui apprend déjà à jouer voiture, avion, à rêver d'être pilote, d'être ministre, d'être président, qu'on puisse inculquer cette mentalité à la jeune fille depuis le bas âge. Déjà, il faut reconnaître que si nos parents nous envoient à l'école autant que nos frères, c'est qu'ils reconnaissent qu'on est intelligent. Ils ne vont pas gaspiller leur argent pour payer nos scolarités si ce n'étaient pas convaincus qu'on pouvait autant réussir que les hommes. Donc c'est surtout ça. Le livre interpelle en fait l'éducation africaine, la jeunesse à revoir la mentalité. Et quand une femme apprend à se battre, quand une femme met la réussite comme son objectif, quand une femme se dit qu'elle peut aussi travailler dur, qu'elle peut réussir, forcément elle serait d'une bonne aide pour son époux dans le foyer. Vous savez que souvent c'est tellement dur pour l'homme à gérer certaines charges dans le foyer. Mais imagine que, bon, je dis tout le temps, même quand tu épouses, tu as la chance d'avoir un mari milliardaire, débrouille-toi même si tu peux apporter même 50 000 francs à la fin du mois. Imagine que ce milliardaire en question là, un jour, l'argent c'est un truc, ça va, ça vient. Imagine qu'un jour ça va pas chez lui. Ça veut dire même pour prendre la base, même pour nourrir les enfants, tu seras même pas capable de le faire. Enfin, très difficile. On voit même des femmes qui sont capables d'appeler. Alors chérie, tu es au bureau, le sel est fini, sel 25, elle n'est pas capable de payer ça. Est-ce que vous savez que la mec qui est tout le temps en bas, qui demande là, la mec qui reçoit est toujours en bas. Et à un moment donné, la personne en aura marre. Parce que même les petites choses que tu aurais pu gérer là, il faut toujours lui l'embêter pour gérer cela. Et même s'il t'aime, peu importe à quel point il t'aime, peu importe à quel point il te respecte, à un moment donné c'est compliqué. Ajouté à cela, on verra qu'il y a des femmes comme baston qui supportent des choses dans leur foyer, mais qui ne peuvent pas bouger. Pourquoi? Si je pars, je vais où? À cause des conditions que son mari lui offre dans le foyer. Le loyer, je dirais pas loyer, mais toutes les commodités. Voilà, les commodités possibles. Déjà, si elle part, comment elle va faire? Elle ne peut pas se débrouiller toute seule. Et c'est pas juste des faits que j'essaie d'imaginer, mais j'entends même des femmes dire que si je pars, je fais comment? Si j'avais les moyens, longtemps j'ai quitté ce foyer-là. D'autres moments, on les frappe, on dit de pas, mais tu vas partir pour faire comment? Tu peux même pas. Tu trouves même que te frapper, et puis tu manges là, vaut mieux que de sortir, puis tu n'as nulle part où aller. Tu n'as pas de quoi prendre soin de toi et de tes enfants. Donc c'est vraiment interpeller la femme à se battre, à nous rappeler que on ne devrait pas mettre notre cerveau en pause, mais on devrait réfléchir aussi réussite. Pas qu'on devrait mettre le mariage sur le côté, mais on peut avoir les deux. Les hommes, ils se marient, mais ils réussissent. Pourquoi nous, on doit se contenter juste du foyer? On peut rêver les deux. Se marier, avoir des enfants, avoir une famille, mais aussi réussir, être un pilier, être une bonne aide pour son mari. Donc c'est un peu de quoi parle voilà, l'œuvre Être une femme avec le cerveau d'un homme. Donc les hommes, ne vous en faites pas. Je ne suis pas en train de vous inquiéter. On n'est même pas contre vous. Mais c'est pour vous. C'est juste beaucoup de précision. Exactement. Pour que les choses soient très clair. Agréable. Et je précise, lors de la dédicace la semaine passée, il y a un monsieur à la fin qui est venu. Madame, dédicacez-moi ça là. Je vais donner à ma femme pour qu'elle sache qu'elle doit être une aide. Il dit voilà. Au moins tu as compris. Mais il fallait que tu sois là, qu'on explique pour que tu comprennes que voilà, c'est pas contre vous, mais c'est pour vous. C'est ça. Voilà, donc c'est ça. C'est vraiment un travail collectif qu'on doit faire. Exactement. Et pour ajouter à cela, le projet ne se limite pas juste à sortir le livre. Hein. Il y a un gros boulot qui sera fait après. On sera appelé à aller dans les écoles, dans les universités pour échanger avec nos jeunes sœurs, faire des conférences, des sensibilisations et les amener à rêver grand. Leur dire que du moment que tu es là à l'école ici, là, tes parents ont payé tes études là, c'est parce qu'ils savent que tu peux réussir. Donc, tu as même le devoir d'aller loin. Parce qu'il ne faut pas accumuler les diplômes. C'est les salaires de tes parents, ils ont pris pour gérer ça. Tu vas accumuler les diplômes. Après, à un niveau donné, tu déposes tout ça et tu vas te mettre dans un foyer. Et tu oublies tout ça en fait. Alors que tu as des diplômes déposés, tu peux réussir, tu peux te battre. Donc c'est vraiment ça. Il y aura des conférences, des sensibilisations qui vont suivre vraiment sur l'étendue du territoire burkinabé. Plusieurs actions à mener en vue d'atteindre des objectifs. Plusieurs expériences, plusieurs casquettes. Nous allons faire une immersion dans votre parcours en remontant le temps, notamment des années en arrière. D'accord. Dans votre enfance. Ok. Quand vous étiez plus jeune, ok, est-ce qu'il vous arrivait de rêver déjà d'écrire quelque chose ou de mener une carrière dans le domaine des médias? Waouh, je dirais, bon, quand je dis enfance, mon rêve,
pour les médias a commencé à l'adolescence. Quand j'ai commencé à suivre nos chaînes, nos médias, quand j'ai commencé à voir certains animateurs télé, notamment nous avons Maggie Leslie Oka qui m'inspirait beaucoup, et aussi nous avons Daouda Sané qui m'inspirait beaucoup. Voici les deux personnalités là qui m'ont donné envie d'essayer la télé, qui m'ont donné envie d'apprendre le journalisme. Et exactement, effectivement, lorsque j'avais eu le bac, mon choix était clair, je savais ce que je voulais faire, la communication. Et suite à cela, je suis allée à IAM, j'ai fait la première année. Mais, je précise, moi, j'ai vraiment commencé le monde professionnel déjà très tôt. Hein. Dès ma première année d'université, j'ai commencé à faire des stages et tout. Et lors de mon stage, je me suis rendu compte que je ne vais pas juste me limiter à la communication. Je veux entrer dans le journalisme. Et là, je suis allée à IPS, voilà, l'université où on peut faire les deux à la fois. Là, j'ai suivi une formation universitaire en communication et journalisme, les deux à la fois. Parce que je ne voulais pas juste me focaliser sur un, je voulais les deux à la fois. Pour avoir beaucoup d'opportunités. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'ai fait les médias, j'ai fait les agents de communication. Donc, voilà, j'ai vraiment touché un peu à tout. Mais ce rêve-là des médias a commencé dès l'adolescence. Mais quand j'étais quand même toute petite, je voulais être artiste. Je sais pas, j'ai pas une belle voix, je sais que je sais pas chanter, hein. Mais je sais pas ce qui m'a pris en son temps, je voulais être artiste, mais après je me suis dit, bon, ce sont des délits d'enfants, c'est tout, quoi, c'est passé très vite. J'allais demander qu'est-ce qui vous a orienté vers ces médias. Vous avez donné les arguments déjà. D'accord. Maintenant, est-ce qu'il y a une personne particulièrement qui vous a motivé à avancer? Vous savez, souvent on peut avoir des rêves, on peut avoir des ambitions, mais il faut quelqu'un qui vous booste. D'accord. Qui est cette personne? Ou qui sont ces personnes? Genre une personne qu'on sert de modèle, c'est bien ça. Comme je l'ai dit, il y a Maggie Leslie Oka et nous avons également Daouda Sané. Voici. Par exemple, au niveau de la famille. Ou, bon, dans ma famille, il y a pas, je dirais que je suis la seule dans mon domaine. Hein. Dans mon domaine, j'ai pas quelqu'un, mais je dirais la personne qui m'a boosté à réussir, ce sont mes parents. Parce que j'ai eu l'occasion quand même d'avoir des parents intellectuels qui passaient l'école avant tout. Je me rappelle quand on était petite, une fois qu'on rentrait de l'école le soir, papa quand il vient, il demande pas, bon c'est maman qui s'occupe toujours de est-ce que tu as lavé les plats, tu as fait si. Mais papa il s'en foutait de ça. Au contraire, quand il rentre le soir et qu'il voit que nous sommes à la cuisine ou qu'on est en train de faire le ménage, il se fâche. Il demande est-ce que vous avez fini de réviser, vous avez fini de faire vos exercices et tout. Il n'est pas contraint, mais pour lui, l'école passait avant tout. Par contre, les dimanches, tu refuses de laver place et lui, il va prendre chicotte pour toi. Mais les jours de cours, quand tu reviens le soir, tu prends ta douche et directement, vous allez réviser. C'était ça le plan, en fait. Mais les dimanches, ça, c'était le jour de maman. Elle est capable de te frapper parce que tu n'as pas cuisiné. Il ne va rien dire. Parce que le dimanche, tu dois travailler. Ça, il faut que tu le fasses. Donc, franchement, je dirais, j'ai eu des parents qui nous ont poussés. Voilà, qui nous ont appris que même étant des filles, on peut réussir. Je me rappelle que, bon, mon papa, je dirais mes deux parents, quand ils voulaient nous inscrire dans les grandes écoles, il y a ses frères qui disaient, mais ce ne sont que des filles. Bon, déjà, on est 3 filles, en fait. Ils disaient, mais ce ne sont que des filles. Pourquoi investir autant pour suivre des filles, en fait? Amène-les dans les écoles publiques, tout simplement, et tout. Pourquoi tu te casses la tête pour investir comme ça sur des filles? Et lui, ces gens ne comprenaient pas pourquoi nous ne sommes que des filles, on va se marier puis ça se limite là, c'est pas. Mais je vous promets que dans notre famille actuellement là, nous-mêmes les filles on est mieux que certains garçons. Pour faire comprendre que déjà on a eu des parents qui étaient très ouverts d'esprit, qui ont compris que être une femme ce n'est pas une limite et ils n'ont pas hésité à investir sur nous. Et pour cela, on leur dit merci. Je me rappelle, mon papa disait tout le temps, vous là vous allez rembourser votre scolarité. T'inquiète, ça sera géré. Comme le gomo commence à tomber. Exactement. On va encore alimenter le compte de papa et maman. On va gérer ça, pour ça ne vous en faites pas. Alors, on l'a vu, hein, et Natacha parlait, l'écriture occupe une place importante dans votre parcours. D'accord. Nous allons maintenant parler de cette passion. D'accord. Je peux dire que l'écriture, c'était pas à proprement dit, mais quand j'étais petite, j'adorais écrire. Mais seulement que moi, ma manière d'écrire, c'était grave. J'avais mon journal. Tu me fais un truc, je rentre, j'écris. J'écrivais tout ce qui se passait dans ma vie dans la journée. C'est ça, on appelle les rancuniers, n'est jamais pressé. J'étais pas pressée. Tu vas retourner là et puis signaler exactement. Tout ça. Je ne pouvais pas me permettre d'oublier certaines choses. J'aimais écrire. Mon cahier se remplissait, je prenais un autre en fait. Jusqu'à un jour, moi, a fouillé mes affaires, elle a vu un de mes cahiers. Elle a lu, elle était choquée.
mais c'est quoi tout ça? Mais c'est normal, tu peux pas pardonner aux gens. Tu passes tout le temps à écrire tout ce qu'on te fait. Attends, j'ai trouvé les mots juste. On va dire que tu es rancunière. Tu suis rancunière. Mais tu passes ton temps à noter l'heure, la date, le jour, qui m'a fait quoi, tout. Je notais tout, mes histoires, mes relations. Même au tout début, mon premier amoureux, tout ça, je racontais tout. C'était mon journal intime. Donc, j'ai commencé à écrire comme ça. Et après cela, je pense que, je pense que j'étais en troisième, non, ou c'est en terminale, j'avais même commencé à écrire des scénarios. Je disais que je voulais tourner des films. Franchement, l'écriture, j'aimais bien écrire. J'adorais écrire, en fait. Même des histoires. J'inventais même souvent des histoires. Puisque je sais qu'il y a une application où on peut mettre des histoires en ligne et tout. J'avais tout plein d'histoires que j'avais même prévu mettre sur application. Mais bon, avec le temps, on grandit et puis voilà, on zappe certaines choses. Mais par rapport à l'écriture, je dirais peut-être que j'ai hérité ça de ma maman. Parce que maman, elle aimait écrire aussi. Et je pense qu'elle a même écrit un livre sur moi quand j'étais toute petite. Ah bon? Je me rappelle que c'est un poème, un petit bouquin de poèmes là, où elle parlait de la petite Nata. Voilà, elle m'appelait Nata quand j'étais petite en fait. Donc je dirais que pour l'écriture, j'ai hérité ça de ma maman. Donc c'est un peu ça, j'adore écrire. Aujourd'hui, quand vous avez publié le livre, quelle a été sa réaction? Bah, elle était contente. À chaque fois que je fais mes trucs, elle me dit que toi là c'est moi seulement. Hein. Elle sait que bon, même la communication, elle c'était le genre. C'est vrai qu'elle n'a pas fait la communication proprement dit, mais même dans la famille, quand il y a des événements, c'est elle qu'on appelait toujours à prendre le micro. Elle était vraiment à l'aise lorsqu'il fallait parler devant les gens. En fait, c'est vrai qu'elle n'a pas eu l'occasion de faire une formation sur ça. Elle a fait plutôt l'éducation parce qu'elle était directrice dans une école et tout. Donc voilà, c'est vrai qu'elle n'a pas pu suivre ce chemin-là, mais c'était sa passion en fait. Donc je dirais que j'ai hérité de ça. Et je pense qu'aujourd'hui, elle est fière de moi. Et quand elle me regarde, elle me voit, elle seulement, qu'elle n'a pas eu la chance d'avancer dans ça. Vous êtes son miroir. Voilà, je dirais ça. À travers vous, elle voit son rêve se surtout réaliser. Ça, c'est surtout ça. D'où ces sentiments de satisfaction. Exactement, exactement. Alors, quel a été le retour du public qui vous a le plus marqué après la publication de l'œuvre? Waouh, bah, le retour, bon déjà, ce qui m'a le plus marqué, c'est de voir que les gens sont vraiment adoptés l'œuvre en fait. Les gens sont adoptés. C'est vrai que le titre a toujours porté polémique. Et d'ailleurs, c'est à cause du titre que certains même veulent lire l'ouvrage, voilà, pour pouvoir savoir est-ce que c'est nous, elles insultent toi, qu'est-ce qui est à l'intérieur en fait. Mais je pense que, sincèrement dit, le retour a été plutôt positif pour moi, à part le titre qui fait polémique jusqu'à aujourd'hui. Le titre fait polémique partout où je vais, je présente et tout. On me pose la question, madame, à vrai dire, j'aime bien le contenu, hein, mais le titre là me pose problème. Parce que nous les hommes, on a l'impression que vous voulez prendre nos places, mais c'est pas ça, ça n'a rien à voir. Donc à part ça, je pense que le public a quand même bien pris la chose. Raison pour laquelle, déjà, je remercie toutes ces personnes qui étaient là lors de la dédicace et tout. Franchement, ça m'a fait plaisir. Lorsque je suis arrivée, j'ai vu que la salle était remplie. Je dis, mais waouh, mais c'est touchant. Jusqu'à aujourd'hui, des gens qui m'appellent, où est-ce qu'on peut avoir l'œuvre et tout, on veut lire. Il y a une tante qui veut, il y a une grande qui veut. Je veux que ma fille lise. Et moi, c'est ça. Ça me fait tellement chaud au cœur. Et mon objectif, c'est que toutes les femmes, toutes les filles en âge de pouvoir lire, puissent lire l'œuvre et de pouvoir changer la mentalité. Et je dirais même les hommes, parce que à quelque part, c'est vrai que c'est nous femmes, on fait l'éducation, mais les hommes apportent leur touche. Donc ce serait bien qu'un papa puisse aussi rappeler à sa fille qu'elle peut réussir, autant que mon père le faisait. Je pense que ce serait bien. Est-ce que vous avez déjà d'autres perspectives des projets en vue, je veux dire? Oh oui, des projets. Je dirais que le deuxième et le troisième livre, bon, le troisième, pas totalement, mais le deuxième livre m'est déjà prêt. Mais on va finir avec ce projet avant de peut-être attaquer le deuxième. Je sais que le deuxième aussi, c'est un titre à polémique, mais je m'excuse davantage. Je suis journaliste, que faire? Nous, on aime mettre la plume dans la plaie, c'est très important. Exactement. Est-ce que vous avez rencontré particulièrement des difficultés Je dirais que ma difficulté reste et demeure le titre. Même mon éditeur m'a dit, Madame Paris, est-ce qu'on va pas revoir le titre? Il m'a même fait des propositions de titre et tout. Je dis, non, c'est ça je veux. Titre, vous voyez là. On n'a qu'à garder ça. C'est ça ou rien. C'est ça je veux. Que ce soit Limoges, le titre, voilà. Il y a eu d'autres propositions, mais moi j'ai décidé que... Voilà, vous verrez que c'est une dame, voilà, à moitié sexy et à moitié femme de terrain. Avec
son outil de travail en main, qui montre qu'on peut être à la fois, on peut être tout ce qu'on veut en fait. On peut être belle et on peut être très travailleuse. Donc c'est un peu ça. À part le titre, je pense que j'ai pas eu vraiment de problème. Il n'y a pas eu de problème en fait. Alors, vous êtes journaliste. Beaucoup disent que être femme journaliste, c'est pas, le mot n'est pas difficile, mais c'est compliqué. Ouais. Est-ce que vous confirmez? Bah, je confirme plutôt que être femme journaliste, c'est compliqué. Moi, personnellement, j'ai fait plus l'animation télé que le journalisme. Le journalisme, bon, je suis pas allée, j'ai pas duré sur le terrain pour les reportages et tout, mais à la télé, oui, pour les émissions télé, j'ai beaucoup plus aimé l'animation télé que le journalisme, en fait. Mais ça m'empêche pas, je fais les deux à la fois. Mais j'avoue que être une femme journaliste, c'est pas facile. Du tout, du tout, du tout, du tout. Il faut le reconnaître. Moi, je me rappelle que au début, quand j'ai voulu commencer, maman m'a dit, je veux que tu te concentres seulement sur la communication, laisse le journalisme. Je dis, mais pourquoi? Que non, que les femmes journalistes, là, elles n'ont pas une bonne réputation, le fait qu'elles se frottent trop aux personnalités, à certaines personnes qu'on dise qu'elles ne sont pas des femmes sérieuses. Souvent, même pour se marier, c'est compliqué. Il y avait tellement, tellement, mais tellement, tellement de préjudices sur ça. Franchement, mais bon, il faut reconnaître que la femme, peu importe le domaine d'activité, va toujours rencontrer des difficultés. Mais c'est à nous, en tant que femmes, de garder notre dignité. Certaines vont céder, forcément, mais on n'a pas reçu la même éducation. Et je sais que si certaines personnes ont des propositions vraiment déplacées envers nous, c'est parce que certaines de nos sœurs ont accepté, ont permis qu'ils voient ainsi la femme. Il faut le reconnaître. Il y en a qui ont prêté le flanc. Exactement. Si au début on les avait remis à leur place, on n'allait même plus entendre parler. Mais s'ils continuent, c'est parce qu'il y en a qui ont cédé. Et pour eux, toutes les femmes, elles sont pareilles. Donc, vous dites tout simplement que être une femme journaliste n'est pas facile. Mais je dirais que c'est même pas être une femme journaliste. Être une femme même en général, ce n'est pas facile. Peu importe le domaine, ce sont les mêmes réalités qu'en tant que femme, tu vas toujours traverser. Je dis toujours, une fois je disais à un ami, dis-moi ce qui m'énerve le plus. On sait que tu es intelligente, on reconnaît que tu es intelligente, mais parfois on ne veut pas juste se contenter de ton intelligence, on veut le kit complet. Genre ton cerveau, ton intelligence, mais aussi ton physique, les deux à la fois. Et la plupart du temps, vraiment, le plus gratuitement possible. Bon, parfois, je me demande, je sais pas comment vous nous prenez, mais je dirais c'est parce que certains ont prêté le flanc, comme vous l'avez dit. Mais sinon, au début, vous avez croisé des gens comme moi ou comme madame, c'est sûr que ça allait être la fin, on n'allait plus jamais entendre parler. Mais bon, comme des dévanciers ont cédé, des dévanciers ont permis que cela arrive, raison pour laquelle on classe la femme voilà, sur des bases qui ne nous respectent pas. On croit qu'il suffit de promettre ciel et terre, promettre réussite de carrière pour que non. Je me rappelle qu'une fois, je disais que voilà, s'il faut faire certaines choses pour atteindre un certain niveau, bah ça ne sert pas. Raison pour laquelle moi je suis quelqu'un du genre, l'argent ne m'impressionne pas de un, la célébrité ne m'impressionne pas, le standard de vie ne m'impressionne pas. Le statut d'une personne ne m'impressionne pas, peu importe qui tu es. Je sais pas, certains disent que je suis arrogante, mais ça n'a rien à voir. Je pense que c'est une question de principe. Je suis parfaitement d'accord. J'aime l'argent, hein. J'aime l'argent même. C'est pour ça que je cherche. Mais, je sais pas comment je l'explique, ça ne m'impressionne pas parce que je sais que je peux en avoir moi-même en fait. Et c'est d'ailleurs, je reviens sur le livre. Pourquoi certaines femmes prêtent le flanc? C'est parce qu'elles doutent d'elles-mêmes. C'est parce qu'elles ne sont pas sûres, elles ne sont pas convaincues qu'elles peuvent avoir cette réussite que les hommes ont. Alors qu'est-ce que les hommes font? Ils font des propositions indécentes et leur disent, voilà, je te donne ça en retour. Alors qu'elles pouvaient se battre avec le cerveau pour avoir tout cela. Mais comme la plupart du temps, on préfère la facilité en fait. Donc d'une part, je dirais, c'est pas de leur faute aussi. Hein. C'est nous aussi, on ne se fait pas respecter. Donc pour revenir au terme femme journaliste là, je dirais, être une femme même, c'est pas facile. C'est pas juste une femme journaliste. Être une femme même, c'est pas facile. Peu importe le domaine, tu vas toujours te faire harceler. Peu importe le domaine, il y aura toujours des gens qui auront un truc à dire en fait. Il y aura toujours des préjugés. Mais il faut rester focus. Il faut savoir ce que tu veux. Et puis surtout, aller de l'avant. Natacha Paris, on va aborder un autre point. D'accord. Au-delà des livres, vous excellez également dans l'art de communiquer puisque vous êtes communicante. Exactement. En quoi consiste votre métier de communicante? Parce que souvent on entend communicateur, après on entend communicant. Souvent on n'arrive pas à comprendre. Vous êtes perdu, avec juste raison. Bah déjà, je rappelle, il y a un de mes professeurs qui nous rappelait tout le temps quand je dis je suis communicatrice. Non, on dit communicante. Je dirais qu'on dit communicateur, communicatrice, c'est par abus de langage. Sinon, le terme juste c'est communicante. Voilà. Donc, on dit une communicante, c'est une personne
qui manie l'art de s'exprimer, qui manie l'art de, de, de montrer ce qui est beau. Parce que vous savez, la différence entre la communication et le journalisme, c'est quoi? Le journalisme montre ce qui est là. Claire, On cache rien. Par contre, une fois que tu te retrouves, par exemple, chargé de communication d'une agence, c'est pas à toi de montrer les problèmes de l'agence. Il faut parler de Ton devoir, c'est de cacher même les problèmes. Ton devoir, c'est de gérer les conflits internes. Ton devoir, c'est de tout faire pour qu'il n'y ait même pas de problème. Donc, c'est un peu ça la différence entre être communicante et être journaliste. Certains me disent, toi, il faut que tu choisis parmi les deux. Je dis, non, je peux faire les deux à la fois. Lorsque je porte ma casquette de journaliste, là, il faut savoir que ce que je vais voir, je vais dire. Claire. Mais lorsque tu me payes pour gérer ta communication, je deviens aveugle, je ne vois même pas. Ça, je suis obligée de cacher les choses. C'est une question d'objectif à atteindre. Exactement. Donc, ça dépend en fait. Ça dépend. Mais actuellement, en tant que communicante, bon, j'ai une agence de communication, T-Communication, qui veut des tâches en communication. On fait vraiment du tout, élaboration de stratégies de communication. Bon, on a ajouté un peu de journalisme parce qu'on fait les reportages, les interviews. Ok. On fait tout ce qui est communication en fait. Les campagnes publicitaires et puis voilà. Donc, c'est un peu ça. Quelle qualité il faut pour réussir dans ce domaine? Parce que c'est pas donné à tout le monde. Si je vois ce qui se passe. Hein. Exactement. Bah, je dirais, quand vous parlez de domaine, c'est l'écriture ou journalisme? Communication, ok. Déjà, quelle qualité il faut pour être une bonne communicante? Il faut être tellement, tellement, tellement à l'écoute. Il faut beaucoup écouter, beaucoup observer et ne pas te presser à réagir. Il faut vraiment rester calme, observer les choses avant de dire quoi que ce soit. Ajouter à cela, comme qualité, il faut la patience. Il faut la compréhension, même si je ne suis pas trop patiente de nature, mais quand c'est le boulot, on n'a pas le choix. C'est très important d'être très patient en matière de communication. Parce que vous savez, quand on dit communicante, la communicante est également cette personne qui règle les conflits. Et si tu n'es pas patiente, c'est compliqué. Et voilà. Souvent, je me retrouve à gérer souvent la communication de certaines entreprises, souvent des conflits internes, et on m'appelle, ah, c'est toi la communicatrice, c'est toi qui dois parler pour gérer la situation. Et puis il faut souvent éviter de juger trop vite. C'est ça, souvent même je suis dans le problème, mon cœur même est chaud, mais je dois me calmer, me poser pour essayer d'échanger avec tout un chacun, de comprendre et de pouvoir trouver une solution. Donc c'est ça, être communicant, c'est aussi pouvoir être en mesure d'apaiser la situation, d'apporter quand même des mots qui vont guérir, d'apporter des termes qui vont vraiment changer peut-être la colère d'une personne, atténuer la colère d'une personne. Je dirais que la qualité, c'est la patience, la douceur quand il le faut. Mais quand il faut taper sur la table, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter à taper sur la table. Et surtout, être une communicante, c'est également pouvoir, dire ce que tu penses réellement. Voilà. Il ne faut pas forcément jouer un rôle, mais il faut dire ce que tu penses exactement. Et ne surtout pas avoir peur de dire la vérité. Quand je dis vérité, ce n'est pas côté journalisme où on pointe les problèmes, mais je parle d'autres vérités où ça peut changer en positif. Pas le genre de vérité qui va créer des problèmes, mais quand même qui peut apporter un plus. Donc je pense qu'en tant que communicante, la patience, l'audace et surtout beaucoup, beaucoup d'écoute. C'est très important. Le courage et l'audace, oui, le courage et l'audace se ressemblent. Je suis parfaitement d'accord. Mais je dirais les deux. Hein. Les deux sont très importants. Il faut être très courageux parce qu'il va arriver des moments où on te demande de gérer des situations, des personnes qui te dépassent. Il faut avoir l'audace pour agir. Tu es obligé de le faire parce que c'est ton domaine, c'est ton travail. Et moi, souvent, ça me fait tellement rire quand souvent des situations, c'est moi, on appelle que il y a ce problème dans le groupe, il faut que tu gères. Comme tu es là, tu ne sais pas comment gérer la situation. Mais parce que c'est ton travail, tu dois gérer la situation. Que c'est toi qui sais parler. Donc, c'est surtout ça, savoir parler pour ne pas blesser, pour ne pas gâter, pour terminer, mais pour arranger. Donc, c'est très important. Il faut savoir aussi peser le mot. Hein. Surtout. Raison pour laquelle. Si tu es impulsif, au lieu d'arranger, tu vas tout gâter. Tu vas tout gâter, ça c'est clair. Réellement, il faut vraiment pouvoir peser les mots et savoir ce qu'il faut dire. Une personne qui est en colère, il ne faut pas ajouter essence dessus. Parce que là, il y a le feu qui est déjà là. Il faut vraiment savoir atténuer les choses, apaiser les cœurs, trouver des solutions et régler la situation. Donc, c'est très important. C'est pas simple parfois. Pas du tout, pas du tout. Souvent, tu as ton cœur est chaud, mais tu n'as pas le choix. Il faut que tu gères la situation. C'est vrai. Au-delà de cette expérience de communicante, nous allons à présent découvrir la femme qui se cache derrière la caméra. D'accord. Présentatrice télé. Exactement. Est-ce que c'est un métier intéressant, difficile, un métier plein d'avenir? Lequel choisissez-vous?
Je dois choisir entre les... Non, bon, selon votre analyse. Bon, je dirais présentatrice télé, c'est un métier plein d'avenir. Mais je dirais, moi, c'est ma passion qui a plus animé ce côté télé-là. Voilà, parce qu'on connaît la réalité au Burkina. Quand on dit la vérité, on se cache. La réalité, c'est que ici au Burkina, ça ne paye pas forcément. Quand je dis la vérité. Si. Bon, je ne sais pas si je pourrais rentrer chez moi après, mais il faut que je dise la vérité. Ici au Burkina, en fait, c'est une passion qui forcément... Tu auras, oui, de la notoriété, tu seras populaire, tu seras connu et tout, mais c'est pas évident que tu aies ton cachet à la fin du mois. Ça, je l'ai vécu pendant plusieurs années. Je ne suis pas en train de vouloir gâter le nom de qui que ce soit, mais j'ai connu des années sans salaire. Mais je venais quand même faire mon boulot parce que j'aimais ce que je faisais. Voilà. Mais à un moment donné, quand tu as rencontré la passion, ne nourrit pas son homme. Forcément, il faut que tu te reconvertisses en quelque chose d'autre. Il faut trouver un plan B. Voilà, pour s'en sortir. On aime la chose. Mais si ça ne paye pas ton loyer, ça ne paye pas ton carburant, c'est compliqué. C'est très compliqué. On va changer de voilà. Bon, pas qu'on a changé. Moi, quand j'ai des opportunités que je suis sûre que ça peut apporter un plus, je n'hésite pas, je suis ouverte. Déjà que je ne suis pas dans un média ou dans une agence où je suis condamnée, je suis limitée. Je travaille en freelance, comme je l'ai bien dit. Donc, je peux toujours aller gérer des trucs. Quand on m'appelle, il y a un truc qui est là, je le fais, je prends mon argent et puis voilà. Mais dit que je serais coincée dans un média, non. Je me rappelle, il y a l'année passée, un média qui m'a appelé, qui voulait que je vienne carrément. Bon, j'ai dit, j'ai une agence et tout. J'essaie de joindre les deux bouts comme je le peux. Mais il s'attendait à ce que je sois là du matin au soir comme un fonctionnaire. Genre, je dois être animatrice télé, mais il veut que j'ai un bureau, que je sois coincée. Alors que je sais que c'est pas sûr que je vais avoir mon argent à la fin du mois. Tellement je connais. J'ai fait ça tellement de fois, donc je connais. Je dis, c'est pour quelques heures, je viens faire, je rentre chez moi. Là, je sais que même si je n'ai pas pu avoir gain de cause à la fin, forcément, avec les petits trucs que je fais sur le côté, je pourrais m'en sortir. Et je continue de vivre ma passion. Mais là, si je suis coincée dans un bureau du matin au soir, et au nom de la... du mois, il n'y a rien. Si, à la limite, je n'aurais même pas l'essence pour venir, en fait. Ça sera compliqué. Et ma vie même, ça risque d'être compliqué. Donc, c'est vrai, je parle à mes jeunes, c'est la passion, oui. Mais si la passion peut payer ton loyer, c'est très important. Oui, il faut voir surtout ce côté. Ce côté, oui, il faut que la passion puisse te nourrir en fait. Au cas où ça ne te nourrit pas, essaie d'ajouter un plus et tu fais ta passion sur le côté. Là, c'est pour ton propre plaisir. Tu vois ça comme un loisir et puis c'est tout. Non, c'est un peu ça. Comment on prépare une émission télé? Waouh, ça me rappelle quand j'étais sur l'émission Midi de Tacha. Déjà, moi, je commençais ma préparation dès la veille. Hein. Déjà, je dirais quelques jours même avant, je commence à contacter mes invités. Voilà, je calcule les rendez-vous. J'avais mon chroniqueur qui était avec moi, qui m'aidait à faire la préparation et tout, qui essaie de m'aider à caler les invités et tout. Mais le gros boulot, c'est moi-même. Et moi, je suis quelqu'un de la dernière minute. Par exemple, si l'émission est à 9h, je promets que c'est tard dans la nuit, je prépare mon émission. Pratiquement la veille. Pratiquement la veille. Bon, disons même 23h, presque minuit, que je prépare. C'est déjà le matin. Si, déjà le matin. En fait, je sais pas, mais je bosse beaucoup plus la nuit. Je suis beaucoup plus, je dirais, productive la nuit, en fait. J'arrive vraiment, quand c'est calme, quand c'est vraiment apaisant, j'arrive à me concentrer. Donc, la plupart du temps, c'est la nuit, je prépare mes émissions, en fait. Le matin, quand je viens, je vais directement en salle pour me changer. Au début, bon, il y avait une pour le maquillage et tout, mais bon, moi, à un moment donné, j'ai dit, bon, c'est bon. Je préfère mettre simplement du gloss rouge à lèvres. C'est parce que à un moment donné, je trouvais que c'est trop chargé. Oui. Tu deviens rouge, ça ne me plaisait pas. Donc, à un moment donné, je zappais la partie make-up là. Profiter, relire ma chose que je n'ai préparée quelques heures avant. Donc, c'était un peu ça, en fait, que je préparais mes émissions, les recherches sur Internet pour être sûr de ne pas dire une chose qui n'est pas vraie. Il faut vraiment toujours confirmer voilà, les informations avant de dire quoi que ce soit. Chercher à connaître mieux ses invités avant de venir même sur le plateau. Voilà, je pense que c'est très important, avoir une alchimie avec l'équipe même de production parce que ça se ressent même sur le plateau. Donc, c'est comme ça, c'était ma routine de tous les jours. Malgré cette préparation, as-tu déjà vécu un problème à l'antenne, bon ou mauvais? Je dirais un problème à l'antenne. Je pense que le problème que j'ai eu, je dirais pas à l'antenne, mais c'était avant l'antenne. Je me rappelle qu'on avait calé un artiste pour une émission. Et malheureusement, ce jour, je n'avais que l'artiste comme invité. L'émission, c'était une émission directe, je vous... En fait, pour vous dire à quel point c'était grave. Il n'y a pas les mots pour qualifier. Il n'y a pas de mots pour qualifier. Une émission en direct. En son temps, je n'avais pas de chroniqueur. Je n'étais que moi seule. Et puis l'invité n'est pas venu.
Il fallait me voir en train de courir dans la cour de la télé, en train d'appeler, mais il est passé où? Qu'est-ce qui se passe? À la limite, c'est comme si j'avais pleuré. Je prends la tête comme moi. Puisque s'il n'y a pas d'invité, il n'y a pas d'interaction. J'entends l'équipe qui me dit, mais non, vas-y, monte, tu racontes des choses. Mais attendez, on ne peut pas me dire raconter des trucs. Mais j'ai rien préparé, vous voulez que je raconte quoi? Mais j'étais grave en colère. J'appelle le manager à 10 minutes avant l'émission. J'avais toujours espoir qu'ils étaient en route. Le gars me dit, quand j'ai entendu sa voix, j'ai compris qu'il vient de se réveiller. Que madame, on s'excuse. Avec l'artiste, on a eu un show toute la nuit. Donc, on dormait même. C'est maintenant, je viens de me rappeler, je me suis réveillée. J'appelle l'artiste, lui, il dort, même tout, je décroche. Seigneur. Oh là là. My God. Au moins, si j'avais un chroniqueur à 100 ans, à nous deux, on aurait pu causer. Combler le vide. Et l'émission faisait combien de temps, s'il vous plaît? 52 minutes. C'est une émission de midi. 52 minutes. J'avais toujours espoir. Ils ne pouvaient pas vous faire... vous lever rapidement. Ils disent, ils sont loin. Le temps même d'arriver, même ça vaut 1 heure du temps. Je dis, c'est pas grave. J'étais limite, mais waouh, qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, c'est une émission en direct, on ne peut pas zapper. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai pris mon courage à deux mains. J'ai dit au réalisateur, vous avez let's go. À l'heure de l'émission lancée, je me suis assise. On a fait animation Didier le jour là. Je commande. On a imprévu. Je vous jure. Voilà ton talent caché. J'étais choquée de Didier en même temps. Je parle de motivation personnelle, de la vie, je raconte des histoires. Après, on joue la musique, on a passé le temps à jouer musique, à raconter des jusqu'à les 52 minutes. J'ai fini l'émission, on dirait j'allais pleurer. Le DG même, quand je suis allée l'informer, lui, il était tellement en colère contre la DG. Mais comment c'est possible? J'étais choquée. Moi, j'ai déjà depuis ce jour, je ne programme plus jamais un seul invité. 2, 3. Là, je sais que si au moins il n'est pas là, il y aura au moins les deux ou l'autre personne qui sera forcément là. Mais me retrouver à moi seule. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à chercher un chroniqueur sur le plateau. Pour vraiment... Non mais l'expérience c'était tellement... Wow, je ne sais pas comment je vais expliquer. J'étais paniquée, mais de ouf. J'ai déjà vu une émission comme ça en direct où effectivement c'était un artiste qu'on a invité qui était en direct. Je pense que c'est moi-même qui suis devenue l'invité un coup comme ça. J'ai dû remplacer l'artiste et je t'assure que ça n'a pas été facile. Ça pas facile. Et sur place, on a voulu même aller à la rédaction chercher une journaliste. Eux, ils ont peur, ils ne viennent pas parler. Ils disent ouais, donc moi je de parler comme une folle. Ouais, bravo. Mais bon, je pense que c'était bien fait comme animation DJ, on cause et tout et tout. Et après, on a vu que, puisque c'était en même temps en direct sur Facebook, on a vu les commentaires, les gens aimaient dire, oh, alhamdoulilah. Parce que là, ça n'a pas été facile, vous saviez. Moi, j'allais pleurer. Femme avec ça, vous donne non, mais je pleure vite, voilà. Je pleure vite. Comment a commencé cette aventure de présentatrice télé? Alors, je dirais que l'aventure présentatrice télé, en fait, je suis quelqu'un de nature. J'aime forcer tellement les choses, j'aime forcer le destin. À la base, d'abord, mes premiers pas dans le média, c'est en tant que journaliste. Les médias, en fait, j'ai commencé mes stages en tant que journaliste, en fait. Après cela, puisqu'il fallait continuer les études à l'université et tout, qu'est-ce que j'ai fait? Un ami qui m'a dit, ah, Tasha, comme tu aimes bien la télé et tout, je te propose, puisqu'il vient de créer sa chaîne en fait en ligne, CS Media, actuellement même qui est vraiment connu, voilà, que je salue Moussa Randé au passage, c'est un pote à moi. Et il m'a dit, Tasha, tu peux déjà commencer à animer des rubriques sur ma page en fait. Voilà, et il m'a dit que déjà que tu aimes te saper, tu es tout le temps dans les trucs de la mode et tout, et si tu faisais un truc sur la mode. C'est comme ça qu'on a lancé, je pense que les astuces de Tasha. Et c'est dans le jardin de l'université, on faisait les vidéos. Ah oui. On sort à la pause, je m'arrête, Moussa me file avec son téléphone, après on fait le montage. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Après ça, maintenant, je suis allée faire une formation en animation télé. Bon, c'était qu'un casting où on devait retenir les meilleurs pour ensuite les former. Je pense que c'était à Olustream. C'était en quelle année? 2019-2020, non? Je pense. Et effectivement, j'étais vraiment heureuse de voir que j'étais retenue. On nous a formés, on a même commencé à faire de petites rubriques. C'était également en ligne, mais la base, c'est la formation. Après ça, je pense que... Après ça, je suis allée à LCA. C'est là-bas même que l'aventure en tant que femme de médias, je dirais, a véritablement commencé. En tant qu'animatrice télé, a véritablement commencé. Alors, j'étais à l'émission d'abord Question de femmes. Ensuite, l'émission Yamouali.
Et après cela, maintenant, je me suis retrouvée à TVZ avec l'émission Midi de Tacha, où voilà, j'ai fait quand même plusieurs années là-bas. Donc c'était un peu ça le parcours que j'ai bien aimé. Tacha, aujourd'hui, vous avez atteint un certain niveau après plusieurs expériences, comme on l'a déjà dit. Est-ce qu'il y a eu des moments de doute ou de pression, sinon même des moments où vous avez failli abandonner certaines choses? Ouais, les moments de doute, ça manque pas, hein. Il y a déjà, je dirais, en tant qu'entrepreneur, je me rappelle au début, quand j'ai pris le local de mon entreprise, je me suis fait entourer d'une équipe et voilà, on travaillait. Bon, quand j'ai parlé de mon projet, il y a des gens qui m'ont encouragé, mais on m'a pas dit que être entrepreneur au début, tu vas râler. À un moment donné, je me suis dit, mais les gars là, ils m'aiment pas. Eux là, ils m'aiment pas. Personne m'a dit la vérité. On vous a pas dit la On vérité. m'a pas tout dit en fait. On m'a pas tout dit. J'ai mis beaucoup d'argent dans ça. J'ai mis de l'argent dedans. Et à un moment donné, je vois que au bout de quelques mois, surtout le début, c'était pas facile. Au bout de quelques mois, même pour le loyer là. Je dis, quand tu rassembles tes gombos et tout, quand je prenais mon argent, la première des choses, c'est le loyer, les factures et gérer l'équipe. Et moi, à la limite, je me retrouve avec 0 franc. Et ce qui m'a le plus choqué, c'est la question que je me suis posée lorsque j'ai expérimenté cela. Moi, j'ai priorisé les autres par rapport à moi. Comment se fait-il que moi, je me suis retrouvée dans des coins où c'était un préféré se prioriser par rapport à nous, leurs employés? C'est ça. Moi, à chaque fin du mois, je faisais le bilan, je paye le loyer, mes factures et tout. Et ceux qui travaillent avec moi, même si c'était pas beaucoup, au moins le minimum, je donnais à tout un chacun pour gérer, voilà, ce qu'il fallait gérer. Et c'est là que j'ai compris que l'entrepreneuriat, mais c'est pas du tout simple, hein. C'est pas du tout simple. Mais ça, c'est au début. Mais plus tu persévères, plus tu avances, tu te rends compte que c'est toujours mieux en fait. Ce que tu gagnes, c'est pour toi. Tant que tu te bats et que tu te mets à fond pour travailler, il faut de l'audace, hein, du courage et surtout la persévérance. Au moment où c'est dur, là, c'est là que tu dois foncer. Il ne faut même pas lâcher. Et je te promets qu'à un moment, tu te rends compte que c'est le domaine qui va plus même t'arranger que là où tu as quitté en fait. Pour dire que voilà, être un entrepreneur au début, là, c'est une lutte de très grande haleine. Oui, oui. Mais ça finit par payer quand même. Un conseil en deux phrases? Bah, un conseil, bon, mes conseils, c'est envers mes jeunes filles, les jeunes garçons, je dirais mes petits frères, mes petites sœurs. La persévérance, le travail et surtout, il faut faire ce qu'on aime. Parce que vous savez, quand tu fais ce que tu aimes là, c'est plus facile. Tu as l'impression que tu ne travailles pas et pourtant tu as ton argent. Donc c'est très important de faire d'abord ce que l'on aime, d'être très audacieux, d'être très courageuse et surtout, ne pas lâcher. Surtout même quand c'est dur. C'est quand c'est dur qu'il ne faut même pas lâcher en fait. Et je rappelle toujours à nos jeunes frères et sœurs de ne pas juste compter sur l'État pour un travail. Vous savez que c'est compliqué. Les concours, là, quand vous partez faire là-haut, on demande combien de personnes. Et combien de personnes viennent composer. Même si on ne vous dit pas. Vous savez que si ce n'est pas Dieu, ce n'est pas coup de miracle là. Sur tout ce nombre de personnes pour que toi tu passes là. C'est compliqué. Donc, il ne faut pas baisser. Je connais des gens qui font rien de leur vie. Ils attendent chaque année pour composer des concours. Je dirais toujours, il faut qu'on essaie d'être des jeunes qui entreprennent. Entreprendre souvent n'a pas besoin de grand chose. Le petit truc que tu as là, même déjà avec votre phone, vous pouvez entreprendre avec ça. C'est pas beaucoup, mais ça vous permet quand même de pouvoir gérer vos besoins du quotidien. Et ça, c'est pour toute la jeunesse. Maintenant, parlant de nos jeunes filles, je veux rappeler à nos jeunes sœurs. Voilà, ça c'est face to face. Et c'est un rapport avec le livre. On est autant intelligente que les hommes. On peut autant réussir que les hommes. Pourquoi rêver d'un mari milliardaire si toi tu peux être milliardaire? Vous savez qu'il y a plus de plaisir à dire voilà le couple de milliardaires que de dire voilà la femme du PDG, de DG. C'est vous deux ensemble, vous allez vous battre pour réussir. Pour rappeler à nos jeunes sœurs, c'est important d'être belle, c'est très important. Mais ne nous contentons pas juste d'avoir un joli visage et un beau corps, mais soyons des femmes complètes, c'est-à-dire à la fois belles et intelligentes. Déjà, vous savez que les belles femmes, là, il y en a tellement. Tu vas croire que tu es arrivé jusqu'à te retrouver mieux que toi dehors. Et puis, regardez nos petites soeurs qui sont en train de naître de jour. Est-ce qu'on peut se comparer à elles? La beauté, là, et en plus, la beauté est éphémère. La beauté est éphémère. Il ne faut pas juste se contenter d'être de belles femmes avec des rondeurs, mais il faut être à la fois les deux. On peut être belle, on peut être intelligente.
Donc c'est le conseil que je donne précisément à nos jeunes sœurs, de se battre, d'être de belles guerrières. Vous voyez le genre, de très belles guerrières, on peut l'être. Je pense que c'est mon conseil. Quel est votre plus grand rêve aujourd'hui? Alors, je dirais mon plus grand rêve, c'est... Actuellement, mon rêve, franchement, c'est de voir que dans quelques années, que Dieu nous donne vraiment une très longue vie, qu'on puisse constater cela, que dans quelques années, les filles ont changé de leur mentalité et qu'elles se battent de plus en plus, qu'on a de femmes, beaucoup plus de femmes dans les domaines où on ne s'y attendait pas. Ça, c'est mon plus grand rêve pour les générations à venir. Mais moi, mon rêve, personnellement, c'est de vraiment pouvoir réaliser tous mes projets et que je ne vais pas bien sûr mentionner si j'ai tellement, mais tellement, tellement, tellement de projets que si je commence à citer, je ne vais point en finir. Et comme le grand frère Smart, il a dit, ne parle pas de tes projets, c'est mieux, je vais laisser le privé terminer la chose. Rendez-vous dans quelques dans années. quelques pour années. constater tout ça. Exactement. Avant de progresser, où peut-on D'accord. suivre vos activités ou découvrir vos œuvres? D'accord. Bon, parlant de mes activités, à part la page de T-Communication sur Facebook, vous allez voir toutes nos activités là-bas, la dédicace, tout ce que je fais et tout. Vous allez retrouver ça sur la page T-Communication, ça c'est la page de l'agence. Maintenant, moi, ma propre page, c'est voilà, Natacha Paris officiel. Là-bas aussi, je mets du contenu. Également sur TikTok, je partage beaucoup. Et hormis ça, je pense que l'œuvre Être une femme avec le cerveau d'un homme, vous pouvez l'avoir à mon niveau, vous pouvez également l'avoir à Sony Solution, qui est un ancien nom du marché des 10. Et ajouter à cela, on aura bientôt, comme vous le savez, la dédicace, ça fait une semaine d'abord, on aura l'œuvre dans plusieurs bibliothèques. On est en train d'y travailler sur le terrain pour pouvoir gérer celui-là. Mais pour le moment, c'est à Sony Solution et également chez moi-même. Donc au besoin, le 74 12 94 48 et ça coûte 5 000 francs seulement. Pour changer une mentalité, c'est très important. Merci pour ces précisions. Pas de Nous cas. tirons maintenant vers la fin de notre émission, mais avant, on va faire quelque chose d'intéressant. Ça D'accord. s'appelle la capsule L en 7. D'accord. Ce sont 7 petites questions flash Mhm. auxquelles tu vas répondre. Mais je sais que tu vas aimer. Ok, I'm ready. On y va. Let's go. Votre écrivaine préférée? Écrivaine préférée. Ouais, Tacha Paris. La charité bien ordonnée commence Comment par ça soi-même. sonne? Votre moment préféré pour écrire, le jour ou la nuit? Ah, j'écrivais beaucoup la nuit. J'adorais. Comme je l'ai dit, je travaille beaucoup la nuit. Le plus beau compliment reçu d'un lecteur ou d'une lectrice? Alors, c'est lorsqu'on m'a dit, j'ai lu ton œuvre et j'ai adoré. Si toutes les femmes réfléchissaient comme toi, je pense qu'on allait déplacer des montagnes. Et waouh, ça m'a tellement touchée. Si vous devez rencontrer une personne... Non, je reprends. Votre passe-temps favori? Waouh, passe-temps favori. Bon, j'écoute beaucoup la musique, tout ce que je fais. Souvent, en fait, je sais pas si je suis normale. Même quand je travaille, sans la musique, je peux pas. Tant qu'il n'y a pas la musique, j'arrive pas à me concentrer. Je sais pas pourquoi. Je fais tout avec la musique. Donc, j'adore tellement écouter la musique. J'adore également suivre des séries sur Netflix. Et j'adore la lecture. Ouais. Si vous devez rencontrer une présentatrice télé de Burkina, ce serait qui? Burkina Faso. Maggie, Leslie, Ouka. C'est vrai qu'on s'est vu plusieurs fois de loin comme ça. Mais vraiment qu'on puisse s'asseoir, échanger, j'ai pas encore eu l'occasion. Ouais. Vous êtes Dolo ou Zonko? Zomko. Sans débat. Ça, non, on joue pas avec ça. Quelqu'un ou quelqu'une que vous aimeriez revoir? Que j'ai déjà vu, que j'aimerais revoir. Donc, peut-être que vous avez perdu de vue à longtemps, peut-être. Waouh. Waouh. De nature, je suis pas trop... Mais Non, j'ai c'est pas réfléchi. Bon, je dirais trop... Je sais pas, attachante. Je suis pas trop sociale de nature. Hein, donc, du coup, je réfléchis. Ça peut être un camarade d'école ou une camarade de classe. Ouais. Bon, je dirais une amie d'enfance. Une amie d'enfance depuis l'école primaire. On était des assos. Elle, par contre, je serais ravie de la revoir. Elle s'appelle comment? Ange. Ange? Si tu nous écoutes. Coucou. C'est tout pour cette C'est tout, capsule. cette capsule, d'accord. Et on va solliciter un dernier mot avant de clôturer cette émission. Alors déjà, mon dernier mot, c'est merci à Queen Mafa. Moi, ça me fait plaisir de voir des femmes battantes comme ça.
Ah là là là, j'adore quand je vois des femmes qui se démarquent. Et franchement, félicitations à vous. Merci pour l'invitation. Et puis, j'espère que les années à venir, on aura encore le nombre de femmes qui se battent. Beaucoup plus en fait que ce que nous on a déjà fait, ce que nos grands ont déjà fait, ce que nos mamans ont déjà fait, qu'on puisse avoir des jeunes qui vont faire mieux que ce que nous avons déjà fait. Ça fait plaisir. Et encore merci à Queen Mama pour cette invitation et ces moments précieux. J'ai adoré, hein, c'était trop bien. C'est nous qui sommes honorés de vous avoir reçus. Waouh, je suis flattée. Alors j'ai une belle citation pour vous que j'adore, que je répète partout. Ne sois pas cette femme avec un joli visage et un beau corps, mais sois plutôt celle avec tout, c'est-à-dire la beauté, mais aussi l'intelligence. C'est ça qui fait toute la différence. Les belles femmes, ça coule les rues. Vous avez entendu, on prend en mémoire cette citation de Natacha Paré, connue sous le pseudonyme de Tasha Paré. Exactement. Le temps passe vite, tellement c'était intéressant, c'était convivial. Merci vraiment pour ce partage d'expérience. Merci à vous. Merci à vous, chers internautes qui nous avez suivis. Nous espérons que ce parcours inspirant vous aura donné envie de croire en vos rêves et d'oser les poursuivre. Merci également à l'équipe technique qui nous a assistés. À très bientôt pour une nouvelle émission. Excellente semaine à tous et à toutes. Bye. Au revoir. Et suivez Queen Mafa, s'il vous plaît.